Salut à tous et bienvenue sur Ambition Puissante AP. Vous savez, la communication, on en parle tous les jours. Mais est-ce que on la comprend vraiment? C'est un peu le cœur de nos relations, de nos interactions, nos échanges, et pourtant il est, et je pense que vous ne me direz pas le contraire, si facile de se tromper. On a tous vécu des moments où on pensait avoir été parfaitement clair, et bien parfois, c'est la surprise, et clairement, rien n'a été compris comme on l'imaginait. C'est exactement pour éviter ce genre de situation que je vous parle aujourd'hui des théories de la communication. Pas pour en faire des grands concepts, poussiéreux, qui vont rester au placard, mais pour que vous puissiez réellement vous en servir dans votre vie pro, vos réunions d'équipe, vos projets et même dans vos échanges personnels. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter deux histoires assez courtes. Vous allez comprendre pourquoi il est important de bien maîtriser ces concepts en communication. Imaginez une réunion classique, une de celles qu'on fait pour lancer un projet, un nouveau projet. Vous, l'animateur ou le manager, en tout cas le chef d'équipe ou celui qui est un peu leader dans ce nouveau projet, chef de projet peut-être, vous prenez la parole pour présenter les objectifs, les rôles, les délais, et vous voyez quelques hochements de tête, des oui, vous entendez des oui, bon, vous vous dites ok, c'est clair pour tout le monde. La réunion se termine, je caricature un peu, mais voilà, la réunion se termine, et vous partez avec votre petite sacoche, très satisfait, content de votre réunion, les choses ont été communiquées, vous êtes content de vous. Mais voilà que le lendemain, c'est l'avalanche de questions par email. Qu'est-ce que je dois faire exactement? C'est pour quand déjà? J'ai pas bien compris ce que tu m'as dit la dernière fois. Ok. Vous comprenez que votre message n'est pas passé du tout comme vous le souhaitiez. Tout ce temps passé à planifier, à caler cette réunion avec tous les items, vous avez tout ficelé de A à Z. Vous avez préparé votre discours aussi pour le jour J, lors de cette réunion. Et finalement, tout le monde est perdu, en tout cas il y a de la confusion. Une autre histoire, cette fois-ci avec un email. Vous avez une information importante à communiquer à votre équipe, à vos collègues. Une nouvelle procédure est à suivre. Comme vous êtes pressé, vous tapez un email court. Vous n'avez pas le temps de faire très long et de tout détailler. Vous utilisez plutôt des termes techniques et votre approche, votre ton sont assez directs. Vous envoyez ça en pensant que ça va suffire et que tout est très clair justement. Parce que parfois trop de contenu peut faire qu'on ne comprend pas non plus les choses. Donc vous y allez en mode simple. Mais très vite, vous recevez des réactions, c'est pas très clair, c'est pas très explicite, pourquoi on change encore la procédure, je comprends pas bien ce que je dois faire, etc. Vous réalisez alors que ce message, censé simplifier les choses, vient exactement de faire le contraire, semer la confusion, créer de la frustration, et en plus pour tout le monde. Dont vous. Eh bien c'est là que les théories de la communication peuvent nous sauver, en tout cas vraiment nous aider. Elles nous offrent des outils pour comprendre comment fonctionne un échange entre deux parties et surtout comment le rendre efficace. Croyez-moi, connaître ces modèles, même si on peut encore faire beaucoup d'erreurs quand même en les connaissant, va quand même changer quelque peu notre façon de communiquer et l'efficacité, elle va améliorer cette connaissance, l'efficacité des échanges quand même pro ou perso. Alors aujourd'hui, on va utiliser on va se plonger dans trois modèles majeurs. D'abord celui de Shannon et Weaver, qui nous vient tout droit des années 1940, puis le modèle de Laswell, avec son approche stratégique, et enfin on parlera de la théorie de Jacobson en communication, qui a fait aussi beaucoup d'autres choses, qui nous emmène encore un petit peu plus loin dans la compréhension notamment du langage. Le premier modèle, alors, dont je veux vous parler tout d'abord, c'est celui de Claude Shannon et Warren Weaver. Alors c'était en 1948, et donc on avait deux scientifiques en question qui travaillaient pour Bell Telephone Laboratories, et leur job c'était d'améliorer les systèmes de communication téléphonique. Mais ils vont faire une découverte qui va aller beaucoup plus loin qu'un simple outil technique, et qui va devenir l'un des fondements de la communication humaine, avec un très grand schéma de la communication connu, voilà, une des premières sources techniques et théoriques qu'on apprend en tout cas en communication dans ce domaine,
c'est ce schéma de Shannon et Weaver. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, ces deux théoriciens ont décomposé la communication en plusieurs éléments. Alors, nous, on a l'habitude parfois de parler, de discuter, d'échanger, et en fait, on n'y pense pas forcément à ces points clés, à ces éléments donc de ce schéma, et pourtant, si on conscientise un peu ça, tout de suite, nos interactions vont être meilleures, et vous allez comprendre pourquoi, si vous ne le connaissez pas déjà, notre efficacité après en termes communicationnels va s'améliorer. Parce que donc, eux, ont mis en avant, en évidence, des mots-clés, donc des éléments de cette communication, et on va y venir. En effet, pour ces théoriciens, la communication, c'est un petit peu comme une machine. On a d'abord un émetteur, celui qui envoie le message, donc imaginez que c'est vous qui parlez. Ensuite, il y a le message lui-même, donc ça peut être un texto, un discours, une simple phrase. Mais attention, ce message doit passer par un canal. Donc là, on peut utiliser quoi avec le texto, pour le texto, discours ou simple phrase. Donc, on peut utiliser un téléphone, sa voix, des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un canal, ce sont des canaux. Et c'est pour ça que c'est parfois compliqué, parce que les canaux en question, téléphone, voix, réseaux sociaux, peuvent être affectés par des bruits extérieurs. Et là aussi, c'est un autre élément, le bruit, mais les bruits, pas forcément qu'au sens simple, propre du mot, mais vraiment, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette notion. Tout ce qui peut perturber la communication donc, et la transmission du message avec ce canal, donc les bruits. Okay, ces bruits sont toutes les interférences, donc autrement dit, qui viennent perturber le message, comme je vous le disais. Donc vous savez, voilà, ces moments où vous essayez des fois d'avoir un peu une conversation au téléphone, mais ça coupe, ça grésille, et au final, personne arrive à se comprendre. C'est ça, les fameux bruits dont on parle. Et enfin, autre élément, il y a le récepteur, donc celui qui reçoit le message, donc destinataire, récepteur, mais eux, ils parlent plus de récepteur, et c'est cette personne-là qui va interpréter le message. Donc, on a deux autres aussi termes qui sont importants, qui ne sont pas forcément toujours évoqués quand on parle de schéma, et pourtant ils font partie de schéma. C'est le codage-décodage. L'émetteur code, déjà avant de parler, il a ses codes à lui, comme son nom l'indique, code le message, et avec ses mots, avec alors, tout ce qui fait que c'est cette personne et sa façon de communiquer, donc son langage, ses codes, sa langue, voilà, ses accents, son vocabulaire, voilà, tout ce qui peut faire que voilà, il y a un codage bien particulier, et il va donc transmettre ce message qui va être décodage par le récepteur. Et c'est là tout parfois le problème, et on parle d'interprétation d'ailleurs, qu'il peut y avoir en communication, c'est quand le décodage n'est pas si évident que ça, et est éloigné finalement du codage de base, et finalement quand il y a mauvaise interprétation, quand on ne comprend pas bien finalement ce que veut dire au départ l'émetteur, quand on interprète négativement ou complètement de manière éloignée ce que veut dire l'origine, l'émetteur. Donc le récepteur parfois il peut faire erreur en fait, ou pas bien comprendre, pas bien décoder, aussi parce que lui-même n'a pas les mêmes codes, les mêmes façons de s'exprimer, le même langage, voilà, tout ce qui fait encore que c'est bien quelqu'un de différent de l'émetteur. Donc entre l'émetteur et le récepteur, le codage-décodage, parfois peut être brouillé, et en plus quand il y a des bruits avec des canaux qui ne sont pas forcément utilisés par l'un et par l'autre, donc voilà, certains préfèrent passer par le téléphone, d'autres préfèrent passer par les réseaux et à l'écrit, voilà, si les deux ne sont pas synchronisés, synchro, ils ne se comprennent pas, ils n'arrivent pas à se décoder par rapport au message codé justement, ça peut être très compliqué, c'est ce qui fait souvent qu'il y a des conflits, qu'il y a des problèmes de compréhension, voilà. Alors qu'au départ, celui qui code, il a la sensation d'avoir tout bien fait, quoi. Voilà. Ça vous paraît simple ? Eh bien, c'est justement la force de ce modèle. Ça nous montre que la communication, c'est un vrai processus. Voilà, c'est un ensemble qui peut être perturbé à chaque étape. Et si on ne fait pas attention, on peut créer des
mauvaises interprétations, des malentendus. Par exemple, le bruit ne vient pas toujours d'une mauvaise connexion téléphonique. Cela peut être un collègue distrait, un environnement bruyant ou même un mot mal choisi qui prête peut-être à confusion. Donc attention à ça, ces malentendus créent aussi des incompréhensions et ça peut faire que deux parties ne se comprennent pas du tout. Claude Shannon a même dit l'information, c'est le résidu de l'incertitude. Ça veut dire que communiquer, c'est avant tout clarifier. Plus il y a de bruit, plus l'incertitude grandit et moins l'information passe. C'est pour ça que dans nos échanges, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, il faut toujours chercher à réduire ce bruit, à réduire l'incertitude justement, et à rendre notre message aussi clair que possible. Voilà, parce qu'il y a quand même des possibilités de ne pas forcément se comprendre. Passons maintenant à un autre modèle, celui de Laswell, le stratège de la communication. Alors, Harold Laswell, un politologue connu dans les années 40, donc en 48, a proposé une autre manière de penser la communication. Quelle était son idée? Lui, il voulait analyser chaque message comme un processus stratégique. Pour Laswell, la communication, c'est un acte intentionnel. On veut atteindre un objectif. Son modèle se résume en plusieurs questions. Qui dit quoi? Par quel canal? À qui? Et avec quel effet? Donc ce modèle, il paraît simple, encore une fois, mais c'est vraiment puissant parce que cet auteur nous a permis de vraiment de pousser notre réflexion un maximum à chaque étape de notre message. Donc quand on se pose la question du qui, on doit se dire, ok, qui est l'émetteur dans ce processus? Qui prend la parole? C'est un PDG qui annonce une nouvelle stratégie en gestion en particulier. Est-ce que c'est un responsable ressources humaines qui explique comment fonctionne une procédure? Est-ce que c'est un stagiaire? Voilà. L'identité de l'émetteur influence énormément la réception du message. Un conseil d'un expert sera souvent mieux perçu qu'un conseil donné par quelqu'un qui va parler de tout et de rien, sans forcément, et je dis bien forcément, de légitimité dans le domaine. Voilà, on préfère la notion d'expert quand même pour évoquer un sujet en termes de légitimité. Et on le voit aujourd'hui dans les médias, on aime bien mettre en avant des intervenants experts. Voilà. Alors, attention, après, qu'est-ce qu'on appelle un expert? C'est tout un débat. Quoi? Alors, quoi? Quel est le contenu du message? Ça, c'est la deuxième question. De quoi on parle? C'est l'information, donc autrement dit, que l'émetteur veut transmettre. Et Laswell, là, il nous invite à penser au contenu. Doit-il être informatif? Doit-il être motivant? Est-ce qu'il faut qu'il soit rassurant? Quel but aussi par rapport à ce contenu? Le choix des mots, le ton qui va être utilisé, tout va compter. Voilà. Et tout ça, ça va compter. On ne communique pas de la même manière pour annoncer une bonne nouvelle que pour gérer une situation de crise. Autre question, la troisième, par quel canal? Le canal, c'est le moyen de communication. Est-ce qu'on va utiliser un email, un appel téléphonique, une réunion en face à face, etc. Laswell, il insiste bien sur le fait que le canal, il doit être choisi en fonction de l'objectif et du public aussi. L'objectif de base et de la cible, des personnes aussi et du public, qui a plutôt l'habitude d'utiliser tel ou tel outil. Par exemple, on peut citer une décision importante qui mérite peut-être une rencontre physique, si c'est vraiment crucial, un enjeu stratégique, plutôt qu'un simple email. Voilà. Le canal, en soi, il influence beaucoup l'impact du message. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir à ce point-là. Quatrième question, à qui? Quel est le récepteur? Et ça, c'est fondamental. On ne s'adresse pas du tout de la même manière à une équipe de direction qu'à ses clients. L'audience, elle doit toujours être prise en compte pour ajuster le langage, les détails et le ton. Voilà. Il faut adapter vraiment son message, c'est ce que dit Laswell, parce que pour lui, c'est la clé pour que le récepteur puisse bien comprendre ce dernier et l'accepter. Alors, dernière question, avec quel effet? Quelle est son intention? Qu'est-ce que l'émetteur veut provoquer chez le récepteur? Est-ce qu'il veut informer? Est-ce qu'il veut convaincre, motiver, inciter à l'action?
Et c'est là que le modèle de Laswell est particulièrement intéressant. Il nous rappelle que chaque communication a un but précis. Et en fait, parfois on parle et on oublie, ça nous arrive vraiment tous les jours, ça peut, voilà, tout le monde peut faire ça, en fait, c'est humain. On parle et on n'a pas de but, en fait, on ne sait pas pourquoi on parle de ci ou de ça. Et c'est d'ailleurs là souvent qu'on va dire des erreurs, ou qu'il va y avoir des mauvaises interprétations. Donc il y a un but. Et pour l'atteindre, ce but précis, il faut structurer son message, il faut le préparer, il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait quelque chose de stratégique, voilà, lié après à l'opérationnel, mais il faut quelque chose de structuré. Un exemple, imaginez que vous devez lancer un nouveau produit. La question n'est pas seulement de dire « Ok, on a un nouveau produit », c'est de réfléchir à qui va l'annoncer. Est-ce que c'est le PDG, le service marketing, le service RH? Est-ce que c'est l'assistant? Voilà. Quel est le message? Nouveau produit peut-être révolutionnaire? Est-ce que c'est un nouveau produit plus éco-pratique, rapport qualité-prix? Voilà, il faut savoir vraiment, à vous de préparer ça, il faut savoir vraiment y penser pour que ça soit bien clair, quel est le message. Quel est le canal? Voilà, est-ce qu'on va faire une conférence de presse? Est-ce qu'on va utiliser les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va faire un envoi d'email, une newsletter à des prospects clients? À qui ça va s'adresser? Est-ce qu'on a déjà des clients, donc ça va être à eux est-ce que c'est eux qu'on va cibler? Est-ce qu'on a donc des clients existants? Est-ce que ça va plutôt être pour des nouveaux prospects? Est-ce que ça va plutôt être pour des partenaires, etc. Et enfin, avec quels effets derrière ça, et même quels effets au pluriel, qu'est-ce qu'on veut susciter derrière ça? Est-ce qu'on veut de l'enthousiasme? Est-ce qu'on veut créer une envie d'acheter? Est-ce qu'on veut créer une envie, appel à l'action, call to action, de cliquer quelque part? Voilà. Il faut donner un peu un effet derrière, une suite, et ça c'est important. Laswell, pour finir, disait dans son concept, une analyse du message devrait toujours inclure l'effet qu'il cherche à produire. Et tout est là en fait par rapport à ce que je disais juste avant. On n'envoie pas un message dans le vide, on cherche toujours à atteindre un résultat. Mais encore faut-il avoir un objectif et savoir pourquoi on fait telle ou telle chose. Et pourquoi on communique avec telle ou telle personne et qu'on communique de tel ou tel sujet. Enfin, il y a Roman Jakobson, un linguiste russe qui en 1960 a élargi encore un petit peu plus la compréhension de la communication, encore un nouveau concept, en tout cas qui reprend les précédents, en allant peut-être sur des angles et sur des points un peu plus poussés, un peu différents. La communication, ce n'est pas seulement transmettre un message pour lui, c'est aussi l'utiliser de 1000 façons différentes. Selon lui, chaque échange a plusieurs fonctions. Et là, il va vraiment loin sur les facettes essentielles aussi du langage. Donc pour lui, il y a 6 façons différentes, enfin il y a 1000 façons différentes de communiquer, et il y a 6 fonctions variées, avec des facettes particulières liées au langage, à savoir la fonction référentielle qui sert, premier point, donc, à transmettre une information sur le monde. Il fait beau aujourd'hui, c'est de la pure info. On informe sur un fait, sur un contexte. On retrouve dans les conversations de tous les jours ce genre de conversation. Voilà, on peut le voir aussi dans les journaux, dans des rapports, etc. Voilà, la fonction référentielle. Deuxième fonction, la fonction plus émotive, c'est l'expression des émotions, l'émetteur. Voilà, par exemple, ah, j'adore ce gâteau, quelle belle journée, ou à l'inverse, oh, il fait un temps pourri. Voilà, on exprime un sentiment, enfin, il fait un temps pourri, en tout cas, je trouve que voilà, le temps n'est pas terrible. On exprime un sentiment, et cette fonction permet de montrer notre état d'esprit. Et ça, bah, on le retrouve voilà, dans notre quotidien, dans nos interactions personnelles aussi surtout. Et ça crée beaucoup de liens, d'empathie, de rapprochements. Et on le voit aussi en avant dans nos interactions pro aussi. Troisième fonction, la fonction conative. Ici, on cherche à influencer le récepteur. Par exemple, viens ici, écoute-moi bien, hein, d'accord? Tiens, achète ça, achetez maintenant. Voilà, on va le retrouver, ça, dans des messages qui appellent à l'action. Il faut faire quelque chose. Et là, ça va être très lié au marketing, à la publicité, au management, à l'éducation. Cette fonction conative, elle va être plutôt utilisée dès qu'on veut que l'autre, le récepteur, fasse quelque chose. Quatrième fonction, la fonction fatigue. Celle-ci sert à établir ou maintenir un contact. Allô, salut, ça va, tu m'écoutes? Voilà, on essaye de créer un contact. Pour lui, donc Jakobson, c'est vraiment une fonction avec des petites phrases qui vont permettre donc de vérifier que la communication elle est bien en place.
Et tout ça, en fait, et ces petites phrases, enfin, c'est fondamental, sont des choses fondamentales dans nos conversations de tous les jours pour créer du lien et quand même veiller à ce que l'autre soit bien toujours là, quoi. Voilà, parce que parfois il y a décrochage. Cinquième fonction, la fonction métalinguistique. Celle-ci sert à clarifier le langage lui-même. Quand on dit quand je parle de bruit, je parle d'interférence, pas de son. On s'assure, voilà, quand je parle de ça, je parle bien de ça, de ci, de ça. Donc voilà, quand je parle de bruit, je parle d'interférence, pas de son. On s'assure que le récepteur comprend bien ce qu'on veut dire. Voilà. Quand j'évoque, voilà, quand j'évoque ci, je dis ça, voilà, je pense à ça, ça, ça. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on fait lorsqu'on explique un concept, une idée. Il y a une reformulation aussi pour clarifier les choses. Et parfois même c'est pour un terme technique, parce que là on va un peu plus loin et on veut s'assurer aussi d'être bien compris, mais ça va être la fonction plus métalinguistique, indispensable dans des formations, l'enseignement, ou par exemple là on a des contextes qui vont comment dire, réunir des termes quand même spécialisés, souvent utilisés dans des domaines bien précis. Donc il faut beaucoup reformuler, il faut beaucoup s'exprimer d'une autre manière, et parfois même pas hésiter à dire vous comprenez, voilà, je me fais comprendre, vous arrivez à comprendre, ça c'est important. Dernière fonction, la fonction poétique. Ici, la forme du message est la plus, enfin, c'est la chose la plus importante, c'est ça qui prime. Et on va retrouver dans cette partie des jeux de mots, des slogans, la poésie. Ce n'est pas du café, c'est une potion magique. Voilà, là c'est vraiment la fonction poétique en lien avec la communication. Et ici, l'objectif est de créer de l'émotion, de l'esthétique, côté un peu artistique, et de marquer les esprits. Il faut que ça soit fort, il faut qu'il y ait des comparaisons aussi fortes. En somme, Jacobson nous dit que dans chaque communication, ces fonctions, les 6 fonctions présentées là précédemment, sont bien présentes à des degrés différents, parce que un simple halo, donc la fonction fatigue au téléphone, vérifie le contact, puis il pleut des cordes ici, là on est sur une fonction référentielle, informe sur le temps, suivi d'un oh j'en ai marre de cette pluie, et là on est sur une fonction, à vous, vous l'avez trouvée, elle est facile, émotive, qui exprime un sentiment. Donc vous voyez, en somme, là en résumé, la richesse de nos échanges vient vraiment de la diversité des fonctions du langage, et c'est ce qu'a apporté cet auteur, donc Jacobson. Alors voilà, tout se résume finalement à un but, hein, c'est ce que j'essaie d'évoquer aujourd'hui, c'est des concepts et des théories pour mieux communiquer, et c'est connu, hein, ça date, hein, vous voyez, les années 40, les années 60, c'est quand même pas des concepts d'aujourd'hui, c'est des concepts qui reviennent beaucoup dans des formations au niveau bac, bac plus 2, bac plus 3, notamment parce que c'est quand même la base, mais en communication ça revient beaucoup. Par exemple en BTS communication, c'est des concepts qui sont obligatoirement évoqués, on peut pas passer outre, donc ça pour ceux qui font de la com, j'espère que voilà, vous les avez bien en tête et que vous en rappelez. On peut pas se souvenir de tout par cœur, mais voilà, ça c'est important. 3 théories donc évoquées, Shannon, Weaver, Laswell, Jacobson, qui nous montrent vraiment combien la communication est un process complexe. Même si ça nous paraît naturel, ça s'apprend, on n'est pas un orateur comme ça du jour au lendemain, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de stress, c'est pour ça qu'on a peur de prendre la parole, on a peur de s'exprimer parfois, des cas du monde. Voilà, c'est assez riche. Parfois c'est fragile parce que si on pratique moins, on peut aussi être en difficulté. Selon tel imprévu, voilà, on peut être dans des moments un peu plus délicats, on peut connaître des moments plus délicats. Et en fait c'est un exercice du quotidien, quoi. Et se rappeler de ces concepts très théoriques, ça va permettre quand même en pratique d'être un peu plus sûr de soi et de faire attention à des notions, à des choses comme ça là, qui ont été évoquées. Pour éviter des mauvaises interprétations de soi et puis des autres en fait. Parce que ça va nous donner quand même vraiment des clés pour comprendre pourquoi nos messages des fois ils ne passent pas comme on le souhaiterait, et surtout comment on peut améliorer et se remettre en question. Parce que communiquer, c'est pas juste parler, écrire, c'est pas juste tiens je te donne un message, c'est vraiment réfléchir à chaque détail, à qui on s'adresse, comment, pourquoi, avec quel objectif, à quel moment, quelles sont les émotions qu'on veut véhiculer. Et même parfois quand on pense le faire bien et quand on y travaille et quand on est un pro, un expert de ce domaine, on peut aussi ne pas satisfaire une majorité de personnes. Voilà, c'est un peu comme une affiche, hein, c'est un peu, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Pour certains, même un expert, ça va être parfait. Et puis un autre expert ou quelqu'un qui ne s'y connaît pas va avoir des idées contraires. Donc c'est ce qui fait que c'est très riche, hein. Il y a des agences de com qui sont très très fortes
mais qui n'arrivent pas parfois à convaincre des majorités qui auront une mauvaise image, et malheureusement, la majorité parfois l'emporte, ça voilà, c'est comme ça, parce que peut-être que sur le fond, ça peut être très technique et très bien ce que fait cette agence, mais elle n'arrive pas à convaincre, entre guillemets. J'aime pas trop cette expression, je le dis souvent aux stagiaires que j'ai en formation, parce qu'il y a con et vaincre, et j'aime bien les personnes qui m'ont relevé ça, parce que là c'est quand même le langage un peu des mots, hein, des oiseaux, on dit. Voilà, dans les deux syllabes, il y a tout, quoi. Il y a con et vaincre. Donc voilà, on aime bien dire convaincre, donc c'est à la mode, et le concept reste important, c'est essayer de, de montrer au maximum aux gens, de prouver au maximum aux gens certaines compétences, connaissances, et ça c'est important, et c'est ce que je fais aussi beaucoup dans mon quotidien de formateur et aussi de coach aujourd'hui. Donc c'est à prendre en compte, mais il n'empêche que parfois, et ça je l'ai appris aussi dans le sport et dans d'autres domaines, et on peut avoir des goûts différents, et les minorités n'ont pas forcément toujours tort. Ça c'est quelque chose que j'aime bien dire. Est-ce que c'est parce qu'on va tous penser qu'il y a carton rouge, et c'est Monsieur Turpin qui me l'a appris, dans des situations très importantes un arbitre de sport, qu'on va avoir raison? Non, pas forcément. On peut être parfois tout seul et on peut prendre une bonne décision. Voilà. Donc c'est ce qui fait que, par exemple, le rôle d'arbitre est très compliqué, c'est qu'on va avoir des milliers de personnes qui vont hurler sur cet arbitre tout seul, qui va parfois prendre une très bonne décision. Alors il peut aussi en prendre des mauvaises, et c'est ce qui fait la richesse des choix. Et bien en communication, c'est la même chose. Voilà, on peut parfois faire très fort et finalement il n'y aura pas d'impact, pas assez ou pas comme prévu. Il faut remettre en question les choses. Et puis parfois, voilà, pourquoi, comment, voilà, des fois il y a des aléas aussi, hein, il y a des paramètres qu'on ne prend pas forcément en compte. Ça va bien marcher, ça va bien fonctionner, alors que tout n'était peut-être pas parfait comme on le pensait au départ. Donc il faut le prendre en compte, et dans nos échanges, c'est important d'avoir ces items, ces éléments, ces fonctions que je viens de citer, je viens de vous citer pour être toujours un peu meilleur, voilà, et faire de son mieux, ça c'est important. Et comme le disait Georges Bernard Shaw, le plus grand problème de la communication, c'est l'illusion qu'elle a eu lieu. Parce que grâce à ces modèles, parfois, voilà, on peut casser cette illusion et construire des échanges qui créent de la clarté, de la confiance et surtout de la connexion. Voilà, la synchronicité de la connexion entre les parties. Alors, voilà, je vous demande maintenant tout de suite de communiquer. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces concepts, de ce que je viens de vous présenter? Est-ce que ça vous a plu? Voilà, est-ce que je vous ai bien communiqué ces idées clés? Et voilà, est-ce que vous êtes, autrement dit, prêt, si vous ne l'êtes pas déjà, parce que peut-être que vous l'êtes déjà, si vous êtes intéressé au sujet, à devenir des pros, en tout cas des amateurs, sinon de la communication? Merci beaucoup, à bientôt pour d'autres numéros et d'autres podcasts d'Ambition Puissante AP.